Les amis, bonjour à tous, la bise à mamie. Évidemment, on s'abonne 50 000 km au volant d'une star. Qu'est-ce que ça donne? On retrouve Jean avec sa Model S, sa Tesla Model S, 4 ans, 50 000 km. C'est la première fois qu'on fait ça sur 100 bornes, mais on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on rate l'événement. La Tesla, elle naît il y a... Oui, il y a plus de 10 ans, en 2010, 12-13 ans je pense. Hein. Exactement. Dans le paysage automobile, il est encore tout à fait actuel. Oui. Évidemment, ça a été une pionnière. Mais qu'est-ce qu'il en résulte après justement 4 ans au volant? Est-ce qu'on met les pieds dans le plat tout de suite? Vas-y, raconte-nous. Bah, moi j'en suis très content au bout de 4 ans. Après, il y a plein de trucs à dire. Elle est loin d'être parfaite. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai 4 ans de vraie vie en électrique. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il y a un décalage entre la vraie vie en électrique et ce que certaines personnes en disent. Soit en présentant l'électricité comme disant que c'est aussi simple qu'une thermique, ou des gens qui disent que c'est horrible. La vérité, comme souvent, c'est et de la nuance et entre les deux. Mais la Model S, c'est une super voiture. Je trouve que c'est une voiture qui a assez peu vieilli esthétiquement. C'est une voiture qui est très performante, très confortable, très agréable à conduire. Enfin, c'est une voiture qui a une expérience de conduite qui reste, même après 10 ans, assez incroyable. On peut peut-être donner quelques chiffres pour la tienne. Tu sais, sa puissance. Alors c'est la long range plus, je ne sais pas ce qu'elle a comme puissance. Il communique très peu. Ça doit être à peu près 500 chevaux de puissance. Puissance suffisante, voilà, comme on aime dire chez les grandes anglaises très chic. C'est une 4 roues motrices, le centre de gravité est très bas, du coup ça tient très bien la route. Et l'autonomie théorique, c'était, enfin WLTP, je crois que c'était 650 km, sauf que ça c'était avec les petites jantes. Moi j'ai l'option grande jante, donc ça doit être à peu près 600. Et sur autoroute, c'est 350-400. Ce qui, recontextualisons, il y a 4 ans, il y a même lorsqu'elle est sortie, plus de 600 km d'autonomie, c'est énorme. C'est énorme, mais même aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui font plus. Et c'est un de mes points pour le renouvellement. C'est je trouve qu'en 3 ou 4 ans, en tout cas pour les meilleurs de la catégorie, ça a assez peu évolué. Et aujourd'hui, les meilleures autonomies par rapport à cette voiture, ça a pris peut-être 50 ou 100 km, mais il n'y a pas de différence majeure. Elle valait cher à l'époque ou pas? Alors, en fait, moi, c'est une voiture qui coûtait... la première fois que j'ai essayé cette voiture, j'étais impressionné, vraiment. J'avais une 330D à l'époque, et je me suis dit, mais ce truc-là est incroyable. Ça coûtait 130 000 € à l'époque. Et en fait, que la Model 3 est sortie, ils ont beaucoup baissé les prix de la Model S, qui coûtait du coup un peu moins de 100 000 €. Moi, quand je l'ai eu, je l'ai eu à ce prix-là. Après, moi, je l'ai acheté, enfin, je l'ai pris en location longue durée. Donc, ce que j'ai regardé, c'est le loyer, et surtout le coût global d'utilisation, qui est très avantageux pour les électriques, parce qu'il y a plein d'incitations fiscales, enfin, des avantages fiscaux des électriques, et puis des taxes que les électriques n'ont pas. Donc, alors on peut peut-être le dire, parce que justement ton métier c'est d'être courtier en location longue durée, tu es numéro 1 en France, voilà. Tu as des bureaux partout. Voilà, on est plusieurs, hein, je ne suis pas tout seul, mais en gros notre métier c'est d'optimiser la flotte automobile des gens et d'aider les gens à faire des choix automobiles intelligents. Et clairement cette voiture-là, avant j'avais une série 4, 440i, une voiture que j'ai adorée aussi, qui devait coûter je pense 50% de moins à l'achat. Et pourtant celle-ci en coût global me coûte le même prix que la série 4, voire un peu moins cher, parce qu'elle n'a pas de TVS, elle n'a pas de malus écologique. On peut déduire fiscalement une très grande partie des loyers. Il y a des règles avantageuses sur l'avantage de nature aussi. Le coût de l'énergie est moins élevé, ce qui fait qu'au global, malgré un prix d'achat très élevé, elle ne me coûte pas plus cher que ma précédente voiture. Qu'est-ce qui t'a amené justement à la choisir? C'est une sorte de coup de foudre? Alors, coup de foudre quand j'ai essayé la voiture au début, mais je m'étais dit que c'était complètement inaccessible. Et après, quand j'ai changé ma 440i, je voulais une voiture qui soit performante, qui soit fiscalement avantageuse. Je ne voulais pas de SUV, je ne voulais pas de diesel. Et donc en fait, il n'y avait pas grand chose, il y avait que celle-ci. Dans la shortlist, il y avait le X5, mais je ne voulais pas de SUV. Il y avait le XC90 que j'adore, mais je trouve que mécaniquement, l'expérience de conduite est un peu quelconque, même si c'est très performant. La série 5 existait en 6 cylindres hybride, mais pas en touring. Et en fait, c'est une voiture de 4,90 m avec qui avait un coffre de compact, donc moi ça ne m'allait pas. En fait, celle-ci, objectivement, elle était performante, elle était confortable, je la trouvais jolie. Elle était habitable, donc tout allait bien. Et elle reste tout à fait actuelle hein, aujourd'hui, c'est fou. Hein. Et les détails que tu adores alors? Faisons comme si c'était un essai de nouveauté. Alors là, je suis désolé, j'ai quelqu'un qui me l'a rayé dans la rue. Les proportions, je trouve que c'est une belle voiture, la ligne est jolie, la voiture, les lignes sont simples, la voiture est basse, la voiture est large, donc c'est une voiture qui a de belles proportions, surtout avec ces jantes-là, qui servent à rien, c'est une aberration totale. Parce qu'elles sont fragiles, j'ai roulé dans un trou, elles se sont voilées, j'ai dû les changer. Ah ouais, à ce point-là les pneus coûtent super cher, c'est impossible de les garder intacts dans Paris.
Mais je trouve que franchement, avec ou sans les jantes, je trouve que ça change tout. Donc c'est une voiture qui a une belle ligne, je trouve. Il y a des petits détails un peu rigolos, comme les poignées qui sortent quand tu t'approches pour entrer dans la voiture. Voilà, Ouais, ça fait ça, pareil, ça sert à rien, mais mais la rétractation, c'est quand même chouette. Ça fait son petit effet. Ça fait toujours un voilà, peu... ça c'est les caméras. Alors, tu as eu une série spéciale rayure, Exactement, toi, hein. donc j'ai série spéciale Les Jaloux. gens l'adoraient Voilà. tellement. Hein, Voilà, donc c'est une voiture qui, même dans ses proportions, moi je la trouve assez belle. les jantes, moi j'aime beaucoup ces Ouais. jantes-là, Ouais. elles sont très très grandes. Hein. Ouais, Donc, c'est t'as très grand, c'est des 21 pouces. c'est des 21 pouces. Et même l'arrière, tu vois, l'arrière, la voiture est très large, elle fait très posée. Tu vois, j'aime bien moi les ailes quoi, qui oui, qui dépassent sont un peu. bombées. Voilà. Elle a des vraies épaules Ouais. en fait. Et alors, ce qui est dingue, c'est de se dire que cette voiture, c'est un coup de crayon d'il y a 15 ans. Oui. Après, Et- les formes sont et- simples, hein, comme quoi avec quelques fondamentaux, une voiture large, C'est- une voiture basse, pas trop de fioritures. Non, mais les moi, je- designers ouais. Tesla ont un coup de crayon Mm. magnifique. En Bah, fait. je trouve que je la trouve beaucoup plus belle celle-ci que la modèle 3, par exemple, que je trouve pas assez large et qui a un pare-brise un peu bizarre. Et puis toi, tu as eu la chance, tu as des chromes. Ouais. Hein, c'est magnifique. Ils vieillissent vachement bien. Alors, qu'est-ce qui vieillit bien et qu'est-ce qui vieillit moins bien? Alors esthétiquement ou en termes d'utilisation? Alors, esthétiquement, on va commencer par... T'as pas eu trop de problèmes? Non, esthétiquement, franchement, je trouve que la Nive vieillit Le- bien. tu vois, les peintures sont bonnes. Ouais, peinture encore. sur vanne. Après, on va pas Alors des que c'est une détails vraie qui voiture parisienne. Hein. T'as Ouais. eu on Pour le le coup, voit. il y a un truc, c'est quand c'est une voiture haut de gamme, ça coûte à peu près 100 000 €. Ouais. Et Ah bah oui, et oui, là, t'as tu vois, tout. je peux passer mon doigt là. Enfin, je pense que c'est pas possible. Mais, Enfin, le Hayoui est mal ajusté. En fait, mais je ce fais- côté-là est bien fait. Ouais. Mais enfin, je l'ai déposé chez Tesla, je lui ai dit qu'il y a un problème et tout. Ouais. Mais non, c'est dans les tolérances. C'est dans les En fait, tolérances tu usines. peux pas dire ça, que ça c'est pas possible. Et Non, donc mais- parfois non, mais j'oublie, t'arrêtes, parfois c'est je vois que ça. Voilà. Mais t'as envie de le déplacer Ouais. légèrement. Ouais. Tu sais, Ce serait pas un bon calcul. Donc oui, il y a quelques trucs qui sont pas terribles quand tu claques les portes. Honnêtement, le bruit de fermeture des portes Ah bon? est pas terrible. Ouais. Je pense que tu vois, ça fait pas un bruit de. Tu vois, t'as la vie qui tremble quand tu fermes, voilà. Un autre truc, si tu regardes le coffre, alors, il y a un vrai coffre à l'avant qui est assez grand. Oui, bah, quand mais même. tu vois, ces joints là, franchement, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Quoi. Et tu l'as eu d'emblée? Non, c'était comme ça, ça a été Ah, livré comme ça. D'accord. Si tu regardes les joints de porte aussi, honnêtement, on a essayé la série 5 avec Vincent, toute la Oui, toute la bah, porte. ouais, bah, allez Là, franchement, les regarder. joints, là, tu vois, il y a des trucs là, tu vois, tu sais pas si c'est sorti ou rentré, ça bon. Tu vois, tu as des trucs qui. Ah oui, ça c'est gondole pas- un petit peu. Ça et gondole un ouais. petit peu, c'est Et tu les pas remets, et incroyable. tu les remets d'aplomb. Voilà. Autant je trouve que l'extérieur a très bien vieilli esthétiquement, sur l'intérieur je trouve a pris un petit coup de vieux. Mais bon, voilà, elle a 4 ans et je trouve qu'elle a assez peu évolué finalement. Il y a une nouvelle Tesla Model S qui a été présentée, enfin une mise à jour de celle-ci. Je trouve pas que les modifications soient révolutionnaires. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle ait 150 km d'autonomie en plus. Et c'est pas le cas. L'autonomie est restée identique. On l'a conduit? On est parti. Ah, on est parti, tu nous racontes tout ça au volant. Moi, j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien cette voiture, c'est que t'es bas. Et tu sens la voiture vraiment ventousée au sol. Carrément. Enfin, le centre de gravité est très bas et ça se ressent, je trouve. Après, autre avantage de cette voiture par rapport à une modèle 3 ou une modèle Y, c'est que je trouve que les sièges sont extrêmement confortables. C'est des gros sièges bien enveloppants, Alors, qui sont à la fois, qui maintiennent bien et qui sont vraiment confortables. en cuir. En faux cuir, en cuir d'ananas, je crois. Bon, Non, mais c'est drôle. Et alors, mon vieux, ça accélère grave, non? ça marche bien, parce que j'accélère, tu vois, ça part quand même vache. fort. Finalement, on s'en sert assez peu de cette C'est accélération. 3,5 de 0 à 100, Je crois que c'est 3,8 celle-ci de 0 à 100. Bah bon, c'est suffisant honnêtement. Il y a pas de... Ouais, c'est une vraie bonne porte. Mais franchement, ça marche très bien. Enfin, tu as vraiment de la réserve tout le temps. Et c'est une voiture que tu peux conduire à très bon rythme sans forcer. Ce qui est assez agréable. Toi, tu peux conduire assez vite et sans que tes passagers aient l'impression que tu es en train c'est de. du cool rapide. Exactement. Et c'est pour ça, elle est très bien. En fait. Elle vire à plat. Elle vire à plat. Elle est suspension automatique, donc elle garde malgré tout du confort, même avec ses jantes 21 pouces qui n'ont aucun autre intérêt que l'esthétique. Tu disais en parlant de vieillissement, il n'y a pas de choses prématurées, tu vois, sur le châssis ou hormis les pneus. Non, alors elle use beaucoup les pneus la voiture. Hein. J'ai changé 4 pneus à 30 000 km. Donc 4 x 21 pouces, ça me faut tenir compte dans le budget. Et les premiers, enfin c'est pas de faire offense, vraiment usés.
Vraiment usé. Vraiment usé. On voyait la corde quand je les ai changés, donc c'était vraiment très très usé. Ouais. Après, le freinage est solide, bon, hein. ouais, ça reste solide. Après, je trouve que le volant, pour le coup, a vieilli. Ah ouais, là, je vais à gauche, là, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Je trouve que le design du volant a vieilli. Mais tu dirais que c'est l'usure? Non, je pense que c'est plus le dessin. Je trouve qu'il fait vieux maintenant. Je trouve que là, le plastique gris est pas très beau. Le contact, les boutons, là, marche pas systématiquement. Tu veux changer de volume ou appuyer sur un bouton, parfois il faut le faire 2 fois. Enfin, c'est pas des aussi. faux contacts alors. Ouais, c'est pas aussi bien que sur les BM par exemple, où pour le coup, taper ça marche à chaque fois. Alors, reste quand même, évidemment, ce grand écran Oui. qui a fait la gloire et la réputation de la marque. Oui. Qui est très bien, honnêtement. Et qui reste saisissant. C'est bien fait, tu as rarement plus de 2 manips à faire pour accéder à une fonction, c'est extrêmement fluide, c'est très lisible. Non, là pour le coup, c'est vraiment très bien. Après, le reproche que je ferai à cet écran, c'est qu'en fait, il est tellement central que en fait, tout le monde se croit autorisé à jouer avec, notamment les enfants. Ouais. Alors que sur une voiture, s'il était un peu plus tourné ou s'il était un peu plus en retrait, finalement, ce serait plus la chasse gardée entre guillemets du conducteur. Et en fait, là, ce qui est fatigant, c'est vraiment un aimant à enfant, ce truc-là. En fait, dès que les enfants entrent dans la voiture, ils vont sur l'écran. C'est aussi qu'il est bien fait et qu'il est facilement accessible. Mais ça, au quotidien, je trouve que c'est un peu fatigant. Position de conduite. Très bonne. C'est une voiture, les fondamentaux de conduite de cette voiture sont très bons. C'est-à-dire que tu es bien assis, tu sens bien la voiture, la tenue est très bonne, les performances sont bonnes, la voiture te met en confiance, le contact des commandes est bon, que ce soit le frein, l'accélérateur, la direction. Donc c'est une vraie voiture à conduire et moi c'est ce qui m'a enthousiasmé la première fois que je l'ai essayé, c'est que je m'attendais à essayer un truc en me disant ça va accélérer fort c'est tout, puis c'est un truc américain du coup dès que ce sera plus en ligne droite ça ira pas. Non c'est pas vrai, du coup c'est vraiment une voiture, c'est une voiture qui offre une expérience de conduite qui reste malgré tout hors du commun. Après, c'est pas un Taycan. Pour avoir conduit Taycan, le Taycan, c'est vraiment un autre niveau. Je veux dire, heureusement qu'il reste ça à Porsche quand même. Alors, le fameux virage dans Pagésie. Je ne prends pas trop vite. Après, elle te donne pas envie de conduire trop vite cette voiture. Enfin, tu as envie de conduire de manière assez dynamique, mais tu n'as pas envie sur le foufou, comme avec une Model 3 par exemple, qui est plus maniable, je trouve. Mais c'est une voiture, oui, la conduite est agréable et qui est très confortable pour les passagers aussi. Et évidemment hyper sereine. Ouais. Alors, hyper sereine, oui, mais tu vois, je trouve que c'est une voiture qui n'est pas très bien isolée des bruits d'air par rapport à une voiture allemande. Et tu n'as pas sur autoroute ce côté un peu coffre-fort que tu peux avoir sur une voiture allemande où tu as l'impression que quand tu fermes la vitre, tu as 50 joints qui s'écrasent. Qui t'encapsulent. Tu n'as pas ce sentiment-là. Et ce sentiment-là, il est renforcé par le fait que tu as des bips très forts et parfois tu as un bip strident, tu as l'impression que la voiture va exploser alors qu'en fait c'est juste que tu as vaguement franchi une ligne. Je fais exprès là de le faire mais ça l'a pas fait. Donc parfois tu as des bips très forts qui sont un peu inquiétants. Et il y a un autre truc que la voiture gère très mal, je ne sais pas pourquoi, chez Tesla ils peuvent faire des trucs incroyables, mais la gestion des essuie-glaces auto et des phares, c'est nul quoi. Enfin, c'est pas au niveau, je comprends pas pourquoi. Donc parfois tu es sous la pluie, tu doubles un camion, tu as un mur d'eau sur toi et les essuie-glaces qui restent en intermittent. Et tu comprends pas, c'est marrant. Voilà. Alors qu'ils ont fait justement de la technologie. Voilà. Il y a des trucs formidables sur la voiture et d'autres qui le Tu utilises l'autopilot? Oui, beaucoup. Alors c'est par défaut parce que en fait moi je préfère conduire au limiteur sur autoroute. J'aime bien garder le contrôle. Et en fait cette voiture n'a pas de limiteur. Pareil, il y a des trucs technologiquement incroyables. Il n'y a pas de limiteur de vitesse que j'ai sur mon SLK qui a 25 ans, donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Donc sur autoroute j'utilise beaucoup la conduite semi-autonome. Honnêtement, c'est bien fait. Je trouve que la voiture tire pas de bord. Je vais à droite là. Ouais, à droite, la voiture tire pas de bord, elle garde bien le cap. Après, le défaut, c'est que oui, ça bip et parfois de manière pas très compréhensible. Typiquement, quand je le mets en route, j'ai beau mettre mes mains sur le volant et au bout de 30 secondes, j'ai un bip en me disant attention, gardez les mains sur le volant et pourtant j'ai les mains sur le volant. Donc c'est des trucs qui sont parfois un peu pénibles, mais ça reste au global une super voiture pour faire de la route. Hein. L'autonomie, est-ce qu'il t'est arrivé tout à coup d'avoir peur? Alors jamais, voire même peut-être de tomber en panne d'électricité. Non, jamais. Alors jamais. Mais ceci dit, le fait d'avoir eu cette voiture, je trouve que ça remet quelques idées en place chez l'électrique. Je trouve que les discours sur l'électrique sont soit parfois anormalement alarmistes ou anormalement optimistes. En fait, avoir une voiture électrique de 600, même avec une grosse batterie, c'est pas avoir une voiture thermique et ça implique quand même d'avoir un minimum d'organisation quand on fait des longs trajets. Après, le gros avantage de celle-ci, c'est que c'est le planificateur qui gère tout et il gère tout plutôt bien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que 600 km d'autonomie en théorique, c'est 350 ou 400 sur autoroute.
Et en roulant à 130? En roulant à ou plutôt 130, non, 130, 140. 130, 140, j'ai à peu près 350, 400. Mais c'est-à-dire quand tu fais un long trajet, bah, tu t'arrêtes quand même. Tu vois, quand on va en Bretagne, typiquement, on s'arrête entre 30 et 40 minutes. Donc ça se fait très bien. Si tu arrives à faire coïncider l'arrêt avec une pause goûter ou repas, ça se fait bien. Mais il n'empêche que c'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas, bah, tu dois t'arrêter 40 minutes sur la route. Et que c'est pas du tout infaisable. Mais c'est quand même une contrainte supplémentaire à avoir en tête. Et tu vois, dans mon choix de prochaine voiture, clairement, j'ai mis ça en moins de la voiture électrique par rapport à une voiture thermique ou hybride. C'est-à-dire que sur autoroute, bah, il faut planifier. Pareil, quand tu repars de ton lieu de vacances, il faut que tu puisses recharger ta voiture. Ça se fait. Tu trouves maintenant des stations dans plein d'endroits, mais c'est pas aussi simple que de faire le plein. Et donc tu t'ajoutes quand même une contrainte. L'époque est à l'électrification. Exactement. Exactement. Donc ça se fait tout à fait. Et pour moi, pour plus que ça soit une contrainte, il faudrait que tu aies en fait 400 vrais kilomètres d'autonomie sur autoroute. Et quand je dis vrais kilomètres, ça veut dire que sur la plage d'utilisation, 20% de la batterie, 80% de la batterie, qui est la plage sur laquelle tu recharges rapidement. Et que tu puisses finalement recharger en 10 minutes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je trouve que l'industrie a assez peu progressé depuis 3 ans là-dessus. Quand j'ai pris cette voiture il y a 3 ans et demi, je me disais que dans 3 ans et demi, la prochaine, elle aurait sans doute encore plus d'autonomie et elle pourrait recharger très vite. Ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, une Model S, finalement, elle a dû gagner 50 km ou 30 km d'autonomie par rapport à celle-ci. Elle recharge sans doute un peu plus vite, mais tu conserves malgré tout tu te mets des contraintes en plus par rapport à une thermique. Et je ne suis pas d'accord avec les discours qui consistent à dire que en fait, l'électrique, c'est pas vrai qu'on a besoin d'une grosse batterie et qu'une petite batterie, ça va bien à condition de recharger vite. En fait, je suis désolé, si tu dois t'arrêter tous les 150 km sur autoroute pour recharger, même si tu recharges en 5 minutes, très peu de sens. Ça a peu de sens. Donc il faut pour moi que tu aies 300 ou 400 km d'autonomie réelle sur autoroute avec des temps de charge courts. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça le sera sans doute dans un avenir assez proche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, mais on est parfaitement d'accord. Il y a quelque chose aussi qu'il faut reconnaître en fait à la Model S, c'est que Tesla est né quasiment de nulle part. Oui. Ça a été son premier grand modèle image et de grande série. Et c'est abouti, voire plus abouti que les meilleurs des meilleurs. Non, la performance est incroyable. Quand tu penses que le marché du haut de gamme, tout le monde pensait que c'était... Enfin, quand tu regardes les généralistes ont essayé pendant 20 ans d'intégrer ce segment-là sans jamais y parvenir. Donc tout le monde se disait en fait c'est impossible, si tu n'as pas une image de marque incroyable, tu ne peux pas pénétrer ce segment. Ouais. Et Tesla est arrivé, complètement inconnu, et ils ont réussi cette voiture-là, c'est devenu une référence de son segment. Et même aujourd'hui, en termes d'autonomie, de gestion de la batterie, d'efficience, elle fait encore référence. Alors, elle n'est pas parfaite, loin de là, mais aujourd'hui, entre une Model S par exemple et une QE, ou même entre une Model S et une i5, je pense que la Model S est une meilleure proposition au global que ces voitures-là, qui sont pourtant issus des constructeurs allemands les plus prestigieux et en place depuis des décennies sur le segment. J'ai 4 dernières questions. Ouais. On va commencer évidemment par la 4e. Ouais. Les finitions. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est pas terrible. Non, ça va, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas au niveau d'une allemande. Là, mon associé il a une A6 avant. J'ai pris son A6 il y a quelques semaines pour faire rouler un quart d'heure. C'est pas pareil, c'est vraiment, tu as un sentiment de qualité. Et c'est lié à quoi alors? C'est lié à des joints? C'est plein de trucs, c'est tu vois typiquement le bruit quand tu fermes la porte. Quand tu fermes la porte, tu as la vitre qui trempe, tu as les joints qui sont pas terribles. Donc il n'y a rien de catastrophique. Parce que là, ça fait pas... Ouais, mais si tu regardes, tu vois, la intégrante, c'est pas ajusté. Ah oui, ce truc-là, c'est quand même très grossier, ce truc-là. Ah oui, tu sens que ça bouge un peu. Voilà, ça bouge un peu, donc... Ça ne remet pas en cause le confort de la voiture, mais les finitions ne sont pas au niveau d'une voiture allemande. Après, ça a progressé. La nouvelle Model S est mieux finie que celle-ci. Et même le Model 3 et Model... Et en fait, je trouve que c'est moins gênant sur le Model 3 et le Model Y, qui sont des voitures à 40 000 €. Mais je trouve que sur le Model S à 100 000 €, pour le coup, il y a encore un sujet de finition par rapport à la concurrence. 3e question. Il y a suffisamment de place derrière? Oui, il y a beaucoup de place. La voiture, enfin, le rapport encombrement-habitabilité de la voiture est excellent. C'est une très grande voiture, mais avec beaucoup de place. En revanche, le point faible, c'est que le plancher est assez haut. Donc quand des adultes sont à l'arrière, ils ont les genoux qui remontent. Qui remontent trop. Ça c'est pas très agréable. Mais la voiture est très habitable et le coffre est gigantesque par rapport à une Taycan, par exemple, qui fait la même taille. La voiture est plus habitable, elle a un rayon, elle a un coffre qui doit faire 50% de plus que celui de la Taycan. On regarde le coffre et puis on fait l'avant-dernière et la dernière question. Regardons la plage arrière, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? Le coffre est gigantesque, c'est un gros point fort de la voiture. Alors il est très encombré là. Mais je crois qu'il fait 750 ou 800 litres. Quoi, donc, ah oui, non mais c'est gigantesque. Ah oui. Et est-ce que tu étais handicapé par la taille et la longueur de la voiture ou pas? Non, pour moi le plus handicapant c'est surtout le fait qu'elle braque mal et qu'il n'y ait pas de caméra 360.
Parce que finalement, le gabarit, ce qui est étonnant, ça, ce manque de caméra 360, qui n'existe toujours pas sur les modèles actuels. Alors, ils ont fait une mise à jour, là, mais en tout cas, c'est pas une caméra 360 classique où tu vois la voiture de dessus. Ouais, c'est moi, mais je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à le faire. Jean, 50 000 km 4 ans, sa valeur en occasion? Ouh, c'est très compliqué à dire. Très compliqué parce qu'en fait, les Tesla, ça fait tellement yo-yo. Pour quelqu'un qui voudrait s'acheter une ex-Jean Pagési. Je sais pas du tout combien ça vaut. Et en fait, le problème de l'électrique, c'est que initialement, les Tesla valaient très cher d'occasion. Donc les gens ont l'image de Tesla qui ne perd pas de valeur. Sauf que ça, c'était vrai qu'il y en avait très peu sur le marché. Là, tu en as de plus en plus qui arrivent sur le marché, donc de plus en plus d'offres. Je ne sais pas comment évolue la demande. Tu as ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est que le prix des Tesla a tellement évolué que finalement, ça a un impact forcément sur le prix de l'occasion. Et je pense que celui qui a acheté cette Model S 6 mois avant moi ou 1 mois avant moi et qu'il a payé 130 000 €, à mon avis, il va perdre beaucoup d'argent quand il va devoir la revendre. Et l'autre sujet avec l'électrique, c'est qu'on est encore sur un moment de l'industrie où tout ça risque d'évoluer assez rapidement. Et donc le risque d'avoir une voiture obsolète est plus fort sur une électrique que sur une thermique. Donc je suis bien incapable de dire combien ça vaut en occasion, donc il faut la louer cette voiture, clairement. Est-ce que tu as, c'est des digressions, est-ce que tu as perdu un peu d'autonomie de la batterie ou pas? Alors honnêtement, je ne suis pas ça avec beaucoup d'attention. Moi la voiture, je la conduis comme une voiture thermique. Donc en tout cas, alors c'est une réponse, voilà, ça veut dire... c'est pas suffisamment pour que je le note. En tout cas, moi, quand je fais mes longs trajets, je m'arrête toujours au même endroit. Je sais après combien j'ai de batterie, donc j'ai pas eu de baisse manifeste. Et est-ce que tu sais approximativement combien de valeur en carburant tu as pu économiser, tu vois, en plein sur 50 000 km? Bah écoute, ma BM elle consommait 10 litres au 100 à peu près, donc sur 50 000 km ça fait 500 litres quoi. Fois 2 €, on va dire ça. Oui, ça fait beaucoup de sous. Sachant que le prix, le prix de la recharge est bien moindre. Non, ça fait même 5 000, ça fait pas 100, ça fait 5 000. Ouais, c'est exact. François Simon, tu vois qui est François Simon? Oui, très bien. Est-ce que j'y reviendrai à Tesla? Alors voilà, c'est la question. Alors, est-ce que tu reviens ou pas? En fait, dans 4 ans. En fait, non. En fait, je trouve que Tesla, il reste sur la partie électrique au-dessus de tout le monde. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de différence entre une Model S et une Model 3. La Model 3 a tellement progressé que finalement, payer 2 fois plus cher une Model S par rapport à une Model 3, je trouve qu'aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Et aujourd'hui, si je reprends une S grande autonomie, ça coûte 100 000 €. Une 3 grande autonomie, ça coûte 55 000, je crois. Et réellement, ça fait peut-être 0 à 100 en 3 dixièmes de plus. Ça fait peut-être 20 km de monotonomie, mais il n'y a plus assez de différence. Donc si je devais reprendre une Tesla, ce serait une Model 3. Et je pense que je ne reprendrais pas de Tesla dans l'immédiat. Parce que en fait, j'ai été conquis par le 6 cylindres BM quand on a essayé le XC50. Vraiment, allez voir l'émission. Vraiment, en fait, je pensais reprendre une électrique. Oula, l'embrayage. Je pensais reprendre une électrique, et sans doute soit une Model S, soit une Model 3. Et en fait, ce 6 cylindres BM m'a enthousiasmé. Donc, je vais me prendre une série 5 en 50E très probablement. Et après, si l'autre sujet qui m'embête chez Tesla, c'est qu'il n'y ait toujours pas de limiteur. Franchement, pour moi, c'est pénible sur autoroute. Et quelques choix ergonomiques avec lesquels j'ai un peu de mal, notamment l'absence de commodo de clignotant. Il y a un truc aussi, donc tu te fais un dernier tour de manège avec un... Mais surtout, bientôt, ces voitures seront fiscalisées, ce qui n'est pas le cas. On a jusqu'à 2024 pour les acheter, pour se faire livrer. Et voilà, une 550 que je commande aujourd'hui, je l'aurai en 2024. Et puis on imagine qu'en 2028, la Model S aura été remplacée. Sans doute, puis il y aura des Taycan, des concurrentes et tout ça. Des A6, des i5. Et qui feront 1000 km d'autonomie. Je pense qu'on aura sans doute gagné les 200 km d'autonomie et les quelques minutes de recharge qui font qu'aujourd'hui, rouler en électrique sur autoroute est une contrainte. Enfin, non, comprend des contraintes supplémentaires par rapport à une thermique. Et je pense que dans 4 ans, ce sera presque plus le cas. Et on aura des voitures entièrement autonomes, donc ce sera... Ça, je sais pas, moi j'aime bien conduire quand même. Non mais tu peux, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette voiture, parce que j'aime bien conduire et que c'est une voiture qui est top à conduire. Dites-nous ce que vous en pensez, vous êtes peut-être aussi possesseur de Model S, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de Jean? Bien, vous nous le dites. Évidemment, vous êtes aussi les bienvenus pour nous raconter toutes vos aventures dans nos émissions d'abonnés. Là, c'était un essai tout à fait particulier, mais on ne voulait pas passer à côté de ça. Et puis, PCA Service, évidemment. Vous voulez louer votre voiture. On pourra vous conseiller est-ce qu'il faut une hybride, une électrique, une thermique. On pourra tout vous dire en fonction de vos contraintes d'usage, de vos contraintes fiscales. Voilà. Bref, c'est notre métier, donc il faut nous appeler pour ça. Et parfois, j'en réponds au téléphone. Oui, ça arrive. Mais on est une petite trentaine, on est plusieurs. Donc il y a des bureaux partout en France. Ouais, il y a des bureaux partout. Et la boîte va s'agrandir. Voilà.
À très vite les amis. bientôt. On n'oublie pas de s'abonner. Et évidemment, Jean, Vincent aussi bientôt. Tout le monde est là. À très vite.